Amis du foot, bonjour et bienvenue dans Street Foot, l'émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Nous allons aujourd'hui parler des compétitions africaines de football et notamment la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, la Ligue des Champions, on va commencer par ça. Le match, donc il y a eu des très belles affiches. Raïd, donc on va faire un petit tour de table très rapidement. Aujourd'hui, je serai avec deux chroniqueurs. Raïd, spécialiste du football tunisien, déjà pour commencer. Bonjour Anis, bonjour Fetter, bonjour à la communauté Street Foot. Exactement, bonjour Fetter. Bonjour Anis, bonjour Raïd et bonjour à tous. Et on a l'honneur d'être accompagné par Visio aujourd'hui par Anthony Pléa, journaliste sportif et spécialiste du football africain. Bonjour Anthony. Bonjour Anis, bonjour Feta, bonjour Raïd et bonjour à toute la communauté de Street Foot. Très bien. Donc on va parler aujourd'hui des compétitions africaines et notamment la Ligue des Champions. On va commencer par cette compétition qui est la compétition majeure de notre continent avec le premier match qui a eu lieu vendredi entre l'Espérance sportive de Tunis et Sétif, l'équipe algérienne. L'Espérance qui se déplaçait et qui a fait un match nul, Raïd. Un match nul plutôt décevant pour l'équipe tunisoise, avec le même problème depuis le début de saison, une domination stérile des joueurs de Radi Jaidi. Il y a vraiment un problème de numéro 9 dans cette équipe. L'Espérance aurait pu se mettre à l'abri dès le match aller. Là pour le coup, elle se met en danger parce que 0-0 à l'aller avec un match au retour à huis clos. Même si on a vu une équipe de Sétif qui, de mon point de vue, n'a pas forcément donné satisfaction, n'a pas été dangereuse, mais on connaît sur un match, on sait ce qui peut arriver. Un match où l'Espérance sera pénalisée puisque ça sera sans ses supporters. Alors rappelons à nos téléspectateurs pourquoi l'Espérance joue à huis clos, Raïd. Alors l'Espérance qui avait déjà du sursis au niveau de la CAF par rapport à ses supporters, avec comme on le sait souvent des jets de projectiles, etc. depuis l'édition précédente. Et du coup ça a pas loupé, donc le match face au Belouizdad lors de la dernière journée a été à huis clos et là ce match des quarts de finale le sera aussi. Donc ça, quand on connaît la force des supporters espérantistes durant les matchs à Rades, ça peut être gênant pour l'équipe. Maintenant, je pense que Radi Jaidi doit vraiment commencer à faire des choix forts, notamment sur le numéro 9, parce que Kingsley Edou il donne vraiment pas satisfaction depuis son arrivée. On l'a laissé le temps, je pense que ça fait quand même quelques mois maintenant, qui confirme pas les attentes qu'on avait en lui. Aujourd'hui, certes, il n'y a pas des numéros 9 qui sont de la trempe d'un Khenissi qu'on avait à l'Espérance durant toutes ces dernières années, mais qui, à mon avis, sera... Khenissi qui, rappelons-le, joue aujourd'hui dans le championnat du Koweït. Exactement, qui n'avait pas trouvé de terrain d'entente avec l'Espérance. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit en Afrique le manque de numéro 9, et quand là, tu as quand même un numéro 9 qui est de base le titulaire en équipe nationale tunisienne, et qui avait donné satisfaction ces 4-5 dernières années, normalement on aurait dû quand même trouver du côté de l'Espérance de Tunis un terrain d'entente et avec une prolongation. Ça n'a pas été le cas. Alors ce choix de numéro 9 pour l'équipe de l'Espérance, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Depuis quelques années, on a du mal à remplacer Khenissi, oui. Et autres. Effectivement. Après, moi j'étais de ceux qui étaient satisfaits par Ouattara, cet Ivoirien qui était venu il y a 2-3 ans. L'Espérance n'avait pas voulu le conserver. Moi, il me plaisait beaucoup avec Hamdou Elouni et Anis Badri en ligne d'attaque. Donc ça, c'était la Ligue des Champions 2020-2021. Plutôt 2019-2020, pardon. Maintenant, on arrive à des quarts de finale, on arrive à une période où malheureusement on peut pas acheter de numéro 9. Le mercato est terminé depuis bien longtemps et reprendra que cet été. Donc là, Radi Jaidi doit faire avec les moyens du bord. L'Espérance a quand même la chance d'avoir un milieu de terrain extrêmement solide, sûrement ce qui se fait de mieux en Afrique aujourd'hui. Avec Ben Romdan, Chalali et Koulibaly, oui, l'international ivoirien. À voir ce qui va se passer ce week-end. Maintenant, c'est sûr que si l'Espérance compte remporter cette coupe, il va falloir vite trouver une solution du côté numéro 9, parce que malheureusement, arriver à une finale, ça va freiner l'objectif de cette équipe.
qui pour le coup devra impérativement s'imposer face à Sétif avec ce match nul. Comme toutes les grandes équipes africaines, l'Espérance qui mise beaucoup sur cette Ligue des Champions, hein, rappelons que l'Espérance en a 4. C'est un score piège, Fatah, ce 0-0 ? C'est un score qu'on aurait, je pense, pour l'Espérance pu éviter, oui, parce que c'est pas la première fois que l'Espérance, durant cette compétition, fait des 0-0 un peu stériles. On l'avait vu notamment face à l'Étoile du Sahel. Je pense que au niveau de la qualité intrinsèque, je pense que l'Espérance, elle est largement supérieure à Sétif. Sétif qui, par rapport au deuxième club algérien Belouizdad, est quand même un cran en dessous. Sachant que Sétif avait rencontré le Raja de Casablanca en poule, le Raja était allé s'imposer 1-0. Et au retour aussi. Et le retour aussi. Je pense que l'Espérance, comme l'a dit Raïd, il y a un problème d'efficacité au niveau du numéro 9. Je pense que trouver un numéro 9 aussi bien sur le continent qu'en Europe, c'est une denrée assez rare. Quand on trouve un bon neuf, un joueur qui peut te planter 20 ou 30 buts par saison, ça coûte très cher. Est-ce que l'Espérance a les moyens de se payer ce genre de joueur ? Bon, comme l'a dit Raïd, là, ça va être un peu trop tard, parce que le mercato hivernal, il est déjà bien derrière nous. Je pense qu'il faudra que Jaïdi, durant les séances d'entraînement, essaie de trouver rapidement la solution pour amener l'équipe à plus d'efficacité devant. Très bien. Bon, ce problème de numéro 9, aujourd'hui, dans les équipes, que ce soit tunisiennes ou maghrébines, en sens général, c'est plutôt des attaquants qu'on va chercher dans d'autres pays. On a du mal à former des numéros 9 sur le continent maghrébin. Et ça, c'est pas que l'Espérance. On le voit également avec le Wydad, par exemple. Le Wydad, ils ont eu le nez creux, je pense, cette année, en prenant Guillaume Penza, qui avait d'ailleurs joué, comme on l'a rappelé l'autre fois, en Tunisie. Au Stade tunisien. Il donne d'ailleurs, c'est le meilleur buteur du championnat de la Botola, et puis il a encore marqué de la tête un beau but. Donc mais bon, je pense que c'est pas spécifique au football sur le continent. Je pense que trouver un neuf, comme je l'ai dit, c'est difficile parce que soit le joueur, il a des qualités extraordinaires et dès le plus jeune âge on le voit planter des buts, en veux-tu en voilà, soit il faut du travail, de la confiance, et dans ce cas-là, comme tu as dit, aller le récupérer ailleurs. Très bien. Anthony, tu nous entends ? Oui, je suis là. Bon, je vous écoute. Les numéros 9 se font rares en Afrique, Anthony ? Non, c'est difficile. Ensuite, on sait qu'il y a des clubs qui ont beaucoup de partenariats un peu partout en Afrique. Donc, dès que ces joueurs ont 18 ans, ils partent à l'étranger, ils partent à l'extérieur. Mais il y a pour certains un palier qui peut être difficile à passer. Moi, je suis content de voir quelqu'un comme Mohamed Lamine Ouattara, le Burkinabé, qui s'en sort plutôt pas mal à JS Kabylie, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a une différence quand même en termes de niveau par rapport à ces équipes-là. Mais encore une fois, les modèles de formation ne sont pas les mêmes au Maghreb que dans l'Afrique subsaharienne, où la formation est quasiment inexistante, où les jeunes vont vraiment se former en 2e division, voire même en 3e division. Donc c'est tout un modèle, je pense, qu'il faut adapter, mais vraiment au niveau local. Et on ne peut pas prendre l'Afrique dans son intégralité, parce qu'encore une fois, au Maghreb, en Égypte, c'est pas la même chose que d'aller former des joueurs au Burkina, au Sénégal. Le processus est différent. Donc, non, il y a la compétition. Certains, ils veulent à tout prix partir en Europe, par exemple, même si c'est pour aller jouer en Bulgarie ou en Moldavie ou dans ces clubs-là. Donc, forcément, vis-à-vis du mercato, c'est plus compliqué. Ensuite, il y a le travail des agents qui font tout, qui poussent en général les joueurs pour signer un transfert international. Parce que quand ils signent un transfert comme ça, ils prennent une énorme commission. Alors que sur le plan financier, c'est pas pareil, oui. C'est pas la même chose. Donc, on peut voir, hein, on a des exemples comme Jackson Mouleka, qui était l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Il faut voir sur les 10 dernières années où est-ce qu'ils ont terminé. Il y en a très peu finalement qui percent et qui réussissent, et c'est là la plus grande difficulté. Ça vient des entourages des joueurs, ça vient aussi de la concurrence de l'extérieur. Bien sûr. Après, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Anthony. C'est vrai, hein, on ne forme pas en Afrique du Nord comme en Afrique subsaharienne. Sauf qu'en Afrique subsaharienne, comme au Sénégal, il y a pas mal d'académies. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Anthony. Oui, Sacré-Cœur. Voilà, Sacré-Cœur, Diambar. Génération Foot, qui forment pas mal de joueurs qui ont des partenariats, notamment avec des clubs de Ligue 1, notamment Metz, où on a vu que Sadio Mané, Koulibaly
de Sortez Naples, de ces académies. sortez de ces académies et réalise de super belles carrières en Europe. Mais comme l'a dit Anthony, c'est vrai, le joueur, quand il est déjà très très performant, très jeune, et ben, il part en Europe et il part pour surtout, le plus offrant en fait. Bon, est-ce également un tremplin peut-être de passer par des grandes équipes africaines telles que El Ali aujourd'hui, qui n'a rien à envier à des équipes européennes, Raïd? Je pense, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Anthony et Fetter, aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, du coup, que des attaquants, par exemple, du championnat, parce qu'on voit que, par exemple, on voit que les clubs camerounais n'y arrivent pas dans les coupes africaines, donc on se pose des questions, mais c'est très simple, les joueurs partent très tôt. Les joueurs partent très tôt en Europe. Alors que c'est un pays de football. Alors que c'est un pays de football. Et comme tu l'as dit, de base, peut-être que ça serait mieux pour eux, justement, dans leur progression, justement, d'aller se jauger dans des équipes comme l'Al ou l'Espérance, dans des grands clubs africains, déjà pour confirmer, et puis ensuite, après, pouvoir aspirer à aller en Europe. Sauf que, manque de moyens, dès qu'il y a possibilité d'aller à l'étranger en Europe, ils n'hésitent pas en fait. Bon, après, c'est un risque également pour ces joueurs d'aller directement en Europe. Vaut mieux peut-être passer une étape au-dessus, jouer dans une équipe faut pas oublier, majeure en Afrique. Après, on n'est pas à leur place, c'est compliqué quand même dans des pays qui sont assez pauvres, etc. Les joueurs, ils ont envie rapidement d'aller faire de l'argent, de mettre à l'abri les familles. C'est différent quand même. C'est différent du Maghreb, par exemple, où voilà, le Maghrébin, malgré tout, a un confort, malgré que les salaires ne sont pas très hauts. Il peut se permettre quand même de rester dans son club formateur 2, 3, 4 ans avant d'aller à l'étranger. Et puis ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la concurrence en Europe, elle n'est pas la même que sur le continent africain. Donc cet attaquant prometteur qui va aller tout de suite en Europe, ça va être un peu compliqué de tout de suite faire sa place. On l'a vu notamment avec l'attaquant algérien du Belouizdad, Haribi, qu'on a vu notamment ce week-end, quand il est parti à Nîmes. Il n'a quasiment pas joué, il n'a absolument pas marqué un but. Et c'était dans une équipe assez modeste. Après, je trouve que je suis pas. Ouais, après, je suis pas. Enfin, je suis d'accord, oui et non. Je trouve qu'aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème d'intégration parce qu'en termes de niveau, voilà, quand on parle de Nîmes, je suis désolé, mais l'Haribi, il a quand même largement sa place. On l'a vu avec, justement, on parlait de l'Espérance avec Ben Romdan qui justement avait fait un essai à Nîmes et n'avait pas été conservé. Quand on voit aujourd'hui son niveau, je vois pas un meilleur milieu de terrain. Je vois pas un meilleur milieu de terrain que lui en Afrique à l'heure actuelle, et il n'avait pas été conservé après son essai à Nîmes. Donc il y a de quoi se poser quelques questions quand même. Anthony, c'est un problème pour les joueurs africains de s'imposer en Europe ? Oui, bon, là c'est l'exemple français qui est quand même assez atypique, mais je travaille beaucoup sur le championnat néerlandais, où pour moi c'est mieux, dans le sens où tous ces clubs comme l'Ajax, comme le PSV Eindhoven, on l'a vu avec Haller à Utrecht. Oui, ou même Utrecht, c'est des équipes qui ont des réserves qui évoluent en deuxième division, comme Exactement. Le Lyon, l'Ajax, c'est pas Bertrand Traoré, mais Lassina Traoré, son cousin. C'est exactement ce qu'il a fait quand il a quitté l'Afrique du Sud. Il avait 18 ans, il est parti à l'Ajax. Ils lui ont fait de la post-formation, ils lui ont permis de progresser en deuxième division avec le Young Ajax. Et au final, quand il a percé en équipe première, je me rappelle, moi, j'ai fait son premier match. Sur 3 minutes, il fait une barre transversale, il a une grosse occasion. Et derrière, il avait quand même. Voilà, son passage à l'Ajax a été très, très intéressant avant qu'il ne se blesse. Donc il y a différents modèles en Europe. Le modèle français, pour moi, c'est pas toujours le meilleur parce que souvent, tout dépend quel est l'agent du coach d'abord, du manager, parce que lui va préférer faire jouer des joueurs que son agent a dans son portfolio. On sait un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, le problème d'intégration, je pense qu'il peut exister pas dans tous les clubs, mais dans certains clubs. Le problème en France, c'est que c'est un pays qui a une réputation en termes de professionnalisme qui est pas très répandue. Et beaucoup de joueurs qui viennent des Pays-Bas, quand ils arrivent en France, quand on parle de discipline ou d'arriver à l'heure à l'entraînement, ils se disent « mais j'ai jamais vu ça avant, tu fais ça à RNV, même à Twente ou dans des clubs comme ça, tu te prends des amendes énormes ». Donc s'adapter, s'acclimater, c'est difficile. Bien sûr. André Onana, quand il est arrivé à l'Ajax, même s'il a connu l'Espagne avant, au début, les entraînements, il mettait 2 pantalons. Je veux dire, il y a ça, il y a la nourriture, on n'en parle pas, mais c'est quelque chose qui affecte aussi beaucoup les joueurs. Et bien sûr, il faut s'acclimater. La langue qui n'est pas toujours facile. Parce qu'on a tendance à parler des gens qui arrivent en France, qui arrivent en Angleterre ou dans des plus grands championnats, mais imaginez un joueur africain qui débarque en Bulgarie,
en C'est beaucoup plus Serbie, en difficile en termes Slovaquie. d'acclimatation, oui, tout à fait. Ils s'acclimatent pas beaucoup facile moins du tout. bien. Et puis on a également aussi ce fléau avec les joueurs sud-américains qui ont beaucoup de mal à s'imposer sur le vieux continent. Et voilà, ça c'est. Et puis Après, ça reste un problème d'intégration, aussi une question de motivation, d'ambition surtout. Aujourd'hui, on peut le voir à l'image des joueurs locaux marocains qui bizarrement y arrivent dans un championnat de France. Pourtant, quand on le compare au championnat tunisien, où voilà, il y a des grands clubs, où ça va au bout en Ligue des Champions, etc. Ces joueurs-là, en fait, ne s'imposent pas en France, tout simplement. Peut-être qu'il y a juste un problème d'ambition au final. Sur certaines nationalités, tout simplement. Fatah. Après, je suis d'accord. C'est plus. Pour moi, personnellement, c'est différent. Je vois les Sud-Américains travaillant sur la Major League Soccer. C'est un championnat que les gens estiment comme un championnat de retraités, mais qui a quand même beaucoup changé, évolué ces dernières années. Et je crois qu'en Afrique du Nord, il y aurait la possibilité de pouvoir faire un modèle similaire, dans le sens où tous les Sud-Américains, il y a énormément de joueurs de Boca Juniors, de River Plate qui voient cette Major League Soccer comme un palier. Une fois qu'ils réussissent dans ce championnat-là, ils partent en Europe. Il y a Miguel Almiron, par exemple, paraguayen de Newcastle United, qui a suivi ce cursus-là. Et c'est une tendance, parce qu'il est vrai que même pour un Sud-Américain, débarquer en Europe, c'est aussi difficile que pour un joueur africain. Bien sûr. Et l'ambition, elle peut être là. Bon, il est vrai qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins nonchalants, mais même certains joueurs très travailleurs, très ambitieux, être loin de chez soi, pas pouvoir voir sa famille, suivant le calendrier aussi qui est différent, surtout pour ceux qui débarquent en Angleterre, c'est très très difficile. Donc il y a plusieurs facteurs, je pense, et il faut toujours leur donner du temps. Il faut tout prendre en part, oui, bien sûr. Pour en revenir à ce que vous disiez et à rebondir un peu sur le football sud-américain et l'Eredivisie, parce que on a noté notamment que Ronaldo R9 était passé par le PSV Eindhoven. Bien sûr, c'est son premier club en Europe. Voilà, exactement, avant d'arriver en Espagne, et puis notamment Suarez, qui était également passé par l'Eredivisie. Groningen et l'Ajax. Ouais. Exact, et l'Ajax, pardon, oui. Donc c'est vrai que, comme l'a dit Anthony, le modèle de l'Eredivisie, il est absolument pas le même que celui du championnat français, parce que je regarde beaucoup le championnat hollandais, parce qu'il y a pas mal de joueurs marocains, et on s'aperçoit qu'en Eredivisie, on fait beaucoup plus confiance aux jeunes. C'est une culture qui est différente. La moyenne d'âge des clubs en Eredivisie, il est beaucoup plus jeune que celui en France, où on a du mal à faire tout de suite confiance aux jeunes. On voit ça tout simplement à travers l'Ajax, qui souvent présente des équipes extrêmement jeunes en Ligue des Champions. Exactement. Donc c'est un peu la culture des Hollandais, c'est-à-dire faire confiance rapidement aux jeunes. Après en Hollande aussi, on voit qu'il y a une harmonisation au niveau de la formation. Quasiment toutes les équipes jouent de la même façon, donc il est facile de passer d'un club à un autre, tant il y a des similitudes au niveau de la tactique, au niveau des méthodes de fonctionnement, d'entraînement. Ouais, c'est pas un championnat qui est aussi tactique que d'autres. Beaucoup de joueurs le diront, c'est-à-dire que c'est technique, il y a beaucoup de situations en 1 contre 1 où c'est là qu'ils font la différence. Il n'est pas aussi tactique. Ça change maintenant parce qu'ils sont obligés d'évoluer. Mais je me rappelle à Twente, par exemple, Hakim Ziyech qui jouait là-bas. Exactement, c'était le capitaine. Le coach, quand il signait un contrat, il n'avait pas le droit de toucher au 4-3-3. C'est 4-3-3, c'est tout. Sinon, si tu veux pas de 4-3-3, tu vas chercher un autre club. Et à l'Ajax aussi, il a trouvé cette façon de jouer 4-3-3. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que souvent les clubs en Hollande ont la même manière de jouer, donc il est facile de s'adapter. Tout à fait. On va tourner cette page donc des joueurs africains qui veulent absolument aller en Europe. C'est compréhensible sur le plan financier, mais il serait peut-être préférable de passer par des grandes équipes africaines ou des championnats un peu plus moins huppés pour pouvoir réussir sur le vieux continent. On va passer au deuxième match. Donc l'Espérance, rappelons, fait match nul. Ils vont recevoir Aradez à huis clos, Raïd, ce vendredi. Là, il faudra une victoire. Victoire impérative, sinon c'est la porte de sortie. Après, je ne m'inquiète pas forcément compte tenu du niveau de ces qui est vraiment assez moyen. Assez surpris d'ailleurs de voir des clubs cette année en quart de finale avec des niveaux qui sont pas terribles, tout simplement. Bon, il manque tout de même Zamalek cette année. C'était Zamalek, il manque le Mazembe aussi. C'est vrai qu'il manque des équipes, mais voilà, je parle vraiment plus globalement en termes de niveau. C'est vrai qu'il y a deux, trois clubs où voilà,
C'est peut-être plus la Coupe de la CAF qu'il leur fallait plutôt que la Ligue des Champions. Exactement. Bon, bonne chance pour l'Espérance sportive de Tunis. On va passer au deuxième match. Petro Atlético, l'équipe angolaise qui recevait Mamelodi, l'équipe sud-africaine. Mamelodi qui avait fait une campagne jusqu'ici quasi parfaite, en terminant avec plus de 15 ou 16 points. Ouais, non, après, ça reste quand même une défaite. Le résultat déjà 2 résultats favorables. Exactement. Pour le Petro Atlético. Voilà. Ça part un super coup franc d'ailleurs. Ouais. Après, Petro, c'est une équipe déjà qui a été très en vue durant ce premier tour, notamment avec une victoire je crois face au Wydad, avec des très bons matchs face aux Zamalek, donc c'est pas une équipe inconnue on va dire. Maintenant ça reste quand même un résultat favorable pour Sundowns. De 1 c'est un très bon résultat pour Sundowns quand on sait que c'est extrêmement compliqué d'aller s'imposer là-bas, donc je donnerais quand même un avantage pour les Sud-Africains, déjà compte tenu de leur parcours qu'ils ont présenté durant le premier tour. Sundowns qui a énormément d'expérience, depuis 5-6 ans ils sont souvent là en quart, demi, voire vainqueurs comme en 2016, donc je verrai quand même les Sud-Africains et aussi avec le but à l'extérieur. Avec le but à l'extérieur, et ça a été quand même une règle qui est toujours valable en Afrique. Ouais, c'était un super match, vraiment complètement ouvert. Les deux équipes étaient là pour s'imposer. C'était vraiment un match extrêmement intéressant. Je pense qu'on verra la même physionomie au retour. Vraiment, ça n'a pas calculé durant ce match. Après voilà, je pense qu'on se dirige tranquillement vers un Sundowns Wydad en demi-finale. Anthony, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Mamelodi qui a fait forte impression? Très, très fort, très solide. C'est une équipe qui est joueuse. Moi, j'aime beaucoup regarder cette équipe quand j'ai l'opportunité, pour être honnête. J'ai eu l'occasion de travailler sur eux aussi. Mais bon, le Petro de Luanda, ils sont dans une transition qui est montante aussi. Moi, je pense que ce club-là, on va le retrouver souvent dans le dernier carré dans les prochaines années. En novembre dernier, ils ont signé un partenariat avec Villarreal de la Liga. Et c'est pas un partenariat qui est seulement sur la responsabilité sociale ou l'aspect même sportif, c'est un partenariat qui transforme le club en véritable business, pas seulement la section football d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, on peut voir les progrès, et pour moi c'est l'une des plus belles affiches de ces quarts de finale, si je dois être honnête avec vous, parce que voilà, on a deux équipes qui restent sur de belles formes, qui ont fait forte impression, les Mamelodi Sundowns, comme ça a été dit tout à l'heure, ils sont là déjà depuis un petit moment, et ils sont leaders de la leur différence, championnat. Elle est pas si énorme que ça. Encore une fois, moi je verrais bien un match nul au retour ou peut-être même des prolongations. Une surprise du Petro Atlético. Oui, non, il y a deux équipes qui sont assez fascinantes, qui sont intéressantes à voir évoluer sur la durée. Donc on verra si les Sud-Africains arrivent à passer ce cap-là, mais en face quand même les Angolais en déplacement, je pense qu'ils vont pas jouer pour préserver le résultat. Après Petro, on a vu qu'en déplacement face au Wydad, ils ont eu lors de la dernière journée des phases de groupe, ils ont eu une grosse valise face au Wydad 5-1. Donc oui, mais ça reste quand même une super équipe avec des joueurs d'origine brésilienne. Ce sont des petits Brésiliens qui sont bien. Ouais. C'est vrai qu'ils prennent la valise, mais encore, c'est peut-être l'expérience aussi. Ouais. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, c'est une équipe qu'on va retrouver régulièrement. Je suis d'accord. Ils ont des super bons joueurs, notamment le gardien aussi qui est brésilien, Wellington. Ça joue très bien. Et puis même leur entraîneur, l'entraîneur est portugais, je crois. Oui, Santos. Voilà, Santos, il a un bon discours, j'aime bien aussi, j'aime bien écouter. C'est vraiment une équipe joueuse, comme tu l'as dit. Très bien. Donc, peut-être un petit avantage Sundowns. On va dire qu'au niveau de l'expérience, ça va peut-être jouer, mais attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise durant cette compétition. Ça reste ouvert. On va passer au match suivant. Et pas des moindres, une très belle affiche entre El Ahly et le Raja Casablanca. Une victoire 2-1 pour El Ahly et puis un penalty litigieux, Raïd. Un penalty litigieux, clairement il n'y avait pas penalty. Alors là du coup on va pas quand même parler, parce qu'en ce moment, comme on le sait avec l'affaire Algérie, Gassama, etc. de corruption, je pense que on va faire l'avocat du diable, mais je pense que l'arbitre, on lui a pas donné les bonnes images, tout simplement, à l'image du match PSG Marseille, où pareil, on n'a pas donné, la VAR n'a pas donné les bonnes images à l'arbitre, et clairement l'arbitre, les images qu'on lui donne, il y a main, quoi. Tout le monde se serait trompé en fait. Donc l'arbitre congolais, Ndala, malheureusement
Jean-Jacques Ndala, c'est gouré, hein, ça arrive. Je pense vraiment pas qu'il y ait droit à une polémique à ce niveau-là, parce qu'on a vu quand même les supporters rajaouis assez mécontents. Alors je crois qu'en plus dans la VAR c'était un Algérien, si je dis pas de bêtises. Donc alors là encore mieux pour alimenter la polémique. Rappelons que l'arbitre est parti voir la VAR, hein. Il a pris la décision qu'après avoir consulté la VAR. Après, si c'est un problème d'angle, bon. Ouais, alors moi, Anis, avant de parler de l'arbitrage et de la VAR, j'aimerais d'abord parler du jeu, parce que c'est vrai que ça reste qu'un fait de jeu, le problème de la VAR. Je pense que moi, Rachid Taoussi, l'entraîneur du Raja, s'est complètement trompé pendant les 35 premières minutes en rentrant avec une composition d'équipe en 3-5-2. Mais je crois qu'il a fait des changements, c'est voilà, ça? Il a fait un changement vers la 30e minute où il a sorti Haddad pour faire rentrer l'international africain. Donc il a remanié ça au bout de 30 minutes de jeu. Voilà, en 4-4-2, et je pense qu'il s'est aperçu que 3-5-2 n'était pas la bonne composition, avec trois défenseurs centraux pour un seul attaquant axial égyptien, sachant que le 3-5-2, il te faut des pistons qui vont vite, qui redescendent, ce qui n'est pas le cas ni de Matkour ni de Soukhan. Donc je pense qu'il s'est trompé. Maintenant, c'est vrai qu'il a rectifié, mais cette entame de match du Raja où ils prennent 2 buts a plombé un peu la rencontre, parce que du coup, ça a créé un déséquilibre. Ils savaient plus où est-ce qu'ils en étaient dans la rencontre, sachant que tu joues quand même El Ahly, qui est recordman 10 Ligue des Champions. Après, des champions avec l'expérience qu'ils ont, des joueurs internationaux. J'ai pas compris pourquoi ce changement, alors qu'on sait tous que le Raja joue en 4-4-2 ou à la rigueur en 4-3-3, mais là clairement Taoussi il est fautif. Anthony, El Ahly depuis la Coupe du Monde des clubs, ils ont un peu de mal, hein. Ouais, ça devient un petit peu difficile. Je pense qu'il y a aussi une certaine concurrence et peut-être des fonds financiers qui viennent concurrencer cette équipe en Égypte. Mais c'est pas facile. Il y a des joueurs qui arrivent peut-être aussi un petit peu en fin de cycle, en fin de course, je pense. Donc, quand ils tombent sur des équipes un petit peu plus solides, comme ça a été dit tout à l'heure, le Raya, moi j'ai pas compris au départ exactement ce qu'ils ont voulu faire, dans le sens où c'est Ngoma, je crois, qui est rentré Ngoma, exactement. après, en fin de première période. Il y avait quelque chose qui tournait pas bien. L'Al-Ahly, on l'a vu plus efficace que ça. On reste peut-être sur l'impression aussi que cette équipe, il y a quelques années, c'était même récemment, c'était quasiment imbattable, où ils mettaient des valises à droite, à gauche. Donc ils sont peut-être dans un passage un petit peu plus creux. Le calendrier aussi avec la CAN, il ne faut pas oublier, les équipes qui ont les internationaux comme ça, ils ont des joueurs qui ont disputé la CAN, certains qui ont même joué la Coupe arabe aussi. Donc dans les jambes, ça reste. Il y a toujours un moment creux dans la saison. Moi, je pense quand même qu'ils sont capables, même s'ils ne sont pas à 100%, d'obtenir un résultat. C'est ça aussi qui fait leur force. Mais derrière, tous les clubs connaissent des passages à vide d'un moment ou à un autre. Pour moi, le Raya risque de se faire éliminer, pas sur l'arbitrage, parce que à chaque fois qu'on perd, on s'en prend l'arbitre, mais si tu étais performant, tu ne parlerais même pas de l'arbitrage. Mais non, moi je pense que l'entame de match du Raya, ils sont complètement passés à côté, que ce soit tactiquement ou même sur le terrain. Les joueurs, je n'ai pas senti de marquage vraiment resserré, j'ai pas senti. Ils étaient désorganisés clairement, et comme l'a dit Anthony, même si ça reste El Ahly, moi je pense que, contrairement à lui, je pense que cette équipe égyptienne, elle est prenable. À domicile, avec la ferveur du public, bien sûr. Au stade Mohamed V, je pense que les conditions seraient réunies pour justement battre El Ahly. Ce qui est dommage, c'est que avec cette entame de match, on s'est mis des bâtons dans les roues du côté du Raja, sachant que... Rappelons que le Raja a joué à 10. A joué à 10. Oui, a joué à 10, donc... Et même à 10, n'eût été une occasion dans les dernières minutes de Zakaria Abdi, qui a après un exploit où il transperce quasiment la défense centrale, et 3 joueurs égyptiens, il tire sur El Shenaoui qui arrête sa frappe. Ça aurait pu faire 2-2 à 10 contre 11 en Égypte. Donc c'est pour ça que je te dis que cette équipe El Ahly... Tout reste à jouer. Elle est prenable. C'est plus le El Ahly... Non, elle est complètement prenable, mais il faut vraiment qu'ils mettent les occasions au fond. C'est ça le problème avec El Ahly. Exactement. Et surtout que Rachid Taoussi révise et nous fasse pas le philosophe au match retour.
Parce qu'on voit que clairement dans l'axe de la défense d'El Ahly, depuis la blessure, la convalescence de Badr Banoun, il y a un gros problème. Elle est facilement prenable dans l'axe de la Raïs, il y a une fin de cycle à El Ahly avec notamment Walid Soliman par exemple. Alors déjà, il faut savoir aussi en termes de statistiques, il n'y a aucun club en Afrique qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Déjà, il faut le savoir. Même El Ahly, quand on sait le nombre de finales consécutives qu'ils ont eues, je pense tout simplement que c'est pas une. Je suis pas sûr que ça soit une fin de cycle. C'est juste que je pense que les joueurs ils sont carbonisés entre la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Afrique, l'enchaînement des matchs. C'est très compliqué. La Super Coupe, quand on est champion d'Afrique, c'est très compliqué. On a vraiment énormément de matchs. Il y a un moment donné ça paye au niveau des jambes, et on sent quand même que l'Al Ahly qui ont joué quand même en supériorité numérique, on les a pas vus assez tranchants. Je pense que le Raja aurait pu même égaliser, donc ça m'étonnerait vraiment pas de voir cette équipe se faire éliminer en quart de finale. Maintenant, il faut aussi noter qu'il y avait l'absence d'Ali Maloul aussi sur le côté gauche, donc je m'as dit que Benoun n'était pas là aussi. Benoun n'était pas là, donc il y a quand même la moitié de la défense qui était absente, et bon, pas des moindres. Donc, et je pense aussi qu'il y a un gros problème au niveau du numéro 9 à El Ahly. Quand on sait que voilà, El Ahly ça a toujours été une équipe avec des grands numéros 9 qui ont toujours gagné des Ligues des Champions, avec on parlait de Petro Luanda, Flavio qui est un ancien de Petro Atlético, Amer Zaki, à l'époque il y avait aussi Khaled Bibo dans les années 2000. Donc El Ahly a toujours gagné des Ligues des Champions avec des grands numéros 9. Cette année, ils ont loupé un penalty quand même, il faut le signaler. Ils ont loupé avec Amer Souley qui a raté un penalty. Mais bon, quand on connaît aussi Zniti qui est professionnel dans cet exercice, on n'était pas non plus très surpris de le voir arrêter ce tir au but qui, à mon avis, va coûter cher. Zniti a sorti un gros match parce qu'il n'y a pas que le penalty où tu l'as vu vraiment sortir le Raja d'une mauvaise passe, parce qu'il y a sur 2-3 frappes côté égyptien, et il a fait de super arrêts. Maintenant, pour en revenir à l'arbitrage, parce que je voulais d'abord me concentrer sur le fond, ce Jean-Jacques Ndala a un certain passif, même s'il n'est pas de tout reproche cette fois-ci, avec les clubs en compétition de la CAF, quand il s'agit de clubs marocains. Notamment, on l'avait vu avec le Wydad face à Kaiser Chiefs l'année dernière, où tu le vois ne pas siffler deux pénaltys même flagrants sur El Kaabi et le joueur marocain qui est... comment il s'appelle le joueur marocain du Zamalek? Pas Ben Cherki, Ounajem. Voilà. Tu le vois aussi, tu l'as vu notamment avec... c'est un arbitre qui a des antécédents. Oui. Voilà, qui a des antécédents. Et en fait, si tu veux, côté marocain, ça commence à faire beaucoup, en fait. Parce qu'il y a eu, en 2019, en quart de finale de la Coupe de la CAF, toujours face à un club égyptien, Zamalek contre Agadir, où tu as un but d'Agadir refusé, alors que le ballon il est 50 cm derrière la ligne. Et pareil, tu as la réalisation égyptienne qui ne veut pas montrer le bon ralenti. Mais il fait bien sûr. Et si tu veux, c'est vrai qu'on ne lui a pas montré le bon ralenti, mais lui, dans l'action, tu le vois, il est à 3 mètres. Excusez-moi, mais normalement, il doit le voir, que la balle elle touche le pied. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à la réalisation, les Égyptiens n'ont pas montré le bon angle. Sétif Espérance, il y a une grosse main à la dernière seconde dans les arrêts de jeu sur un corner. Le réalisateur algérien ne le montre pas. Il n'y avait pas de VAR. Mais il aurait pu quand même remontrer l'image. Il ne l'a pas montré. Donc après, voilà, c'est des petites filouteries. Je m'interroge sur deux choses. C'est de mettre un arbitre algérien qui officie en Algérie, et l'Algérie n'a pas la VAR en championnat. Donc tu le mets, déjà lui, il n'est pas habitué, même s'il doit avoir eu une formation distillée par la CAF, mais il n'est pas habitué, tu vois. Et tu rajoutes ça, les problèmes de réalisation côté égyptien qui te montrent que l'angle qu'ils veulent. Après, Ndala, il est quand même sur le terrain, il est à 3 mètres de l'action, il doit aussi voir quelque chose. Même si j'ai cru comprendre qu'il disait que son a priori, c'est qu'il n'y avait pas main. Mais comme la VAR l'a appelé, il a été obligé de se déplacer. Et là, voyant l'image donnée sous un certain angle, il a été obligé de siffler penalty. Ce qui est fort dommageable d'ailleurs. Bon, en tout cas, le but de Zrida peut faire vraiment la différence au retour de Buzyn avec un public rajaoui qui sera présent. Qui sera chaud. Et j'aimerais aussi parler de l'assistant congolais
qui a pris à la gorge Zrida sur une action où tu voyais Zrida contester. Je comprends pas trop parce que on sait très bien qu'on ne doit pas toucher l'arbitre. J'ai pas envie de faire. Mais certains arbitres, on l'a vu notamment en quart de finale de la CAN, Égypte-Maroc, où tu as l'arbitre qui vient qui vient taper littéralement Mounir El Haddadi. Alors pour le coup, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable, mais honnêtement, parce que j'ai regardé le match, il faut aussi noter l'agressivité des joueurs rajaouis, parce que peut-être que vous l'avez pas vu, mais sur le penalty, sur le deuxième penalty pour le National du Caire, tu as le capitaine Metlaoui qui vient voir l'arbitre et qui lui serre la main qui lui serre le poignet, qui retient la main de l'arbitre. Enfin, ça se voit qu'en Afrique, ça normalement c'est carton rouge direct en fait. Anthony, il y a un problème d'arbitrage en Afrique, tu penses ou pas? Il y en a, c'est évident, mais c'est pas seulement en Afrique. On a pu voir, c'est juste ce week-end en Europe, il y a eu des problèmes aussi. Non, vis-à-vis de la VAR, c'est compliqué quand tu l'as pas dans ton championnat. Ça, même en Europe, on l'a vu, même en Champions League européenne, on le voit. Si l'arbitre est serbe, par exemple, ou s'il est écossais, il n'a pas l'habitude de l'utiliser, donc c'est propice aux erreurs. Après, derrière, moi, ce que je déplore, c'est vraiment les réalisateurs qui font ces petits coups là, qui montrent pas forcément les bonnes images. Si on va sur les résumés de la CAF, ils montrent même pas l'action du penalty, ils montrent juste le penalty transformé, pour éviter la polémique, alors que nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être plus de transparence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça peut venir de problèmes techniques, ça peut venir de... Il y a beaucoup de raisons qui peuvent impliquer, qui peuvent donner ce genre de résultat. Ensuite, le grand public, il est parti du principe, c'est bon, on va avoir la VAR, on va avoir l'arbitrage vidéo, ça va résoudre tous les problèmes. C'est faux. À la fin, c'est un homme qui prend la décision. Il y a différentes interprétations suivant les championnats dans lesquels on évolue, suivant la façon d'arbitrer qui est connue. Bon, il y a des bons arbitres en Afrique, il y en a qui sont beaucoup moins bons, c'est un petit peu comme partout. Ouais. Bon, pour moi, les meilleurs arbitres au monde, ils sont néerlandais. D'ailleurs, c'est eux qui ont développé l'assistance à l'arbitrage vidéo en premier, même dans le dos de Platini, quand il était encore là. Et il faisait des simulations aux Pays-Bas. Ils l'ont peaufiné. Moi, j'ai eu le bonheur de commenter le premier match de Major League Soccer. Le premier match où ça a été utilisé officiellement, c'était en MLS. Et même là-bas, on voyait déjà que c'était... la façon dont les joueurs du Raya ont perdu la tête, entre guillemets, sur cette fameuse action, moi je l'ai vu dans un match de MLS où il y avait un ou deux joueurs, je crois qu'ils s'étaient pris 2 jaunes comme ça en l'espace de 5 minutes parce qu'ils sont approchés, ils ont touché l'arbitre, parce que la décision vidéo n'était pas la bonne, elle n'était pas la bonne, ils ont protesté. Donc voilà. Mais encore des efforts à faire sur notre continent en termes d'arbitrage. Je ne sais pas, Anthony, si tu as plus d'infos, mais j'avais entendu dire que Pierluigi Collina allait arbitrer une espèce de commission pour recycler bon nombre d'arbitres africains avec le projet Star Project qui allait former, qui allait vraiment essayer d'améliorer tout ça en Afrique. Je ne sais pas si tu as des infos. Oui, je ne sais pas encore si ça a vraiment démarré. Moi, ce que je sais, c'est que beaucoup d'arbitres en ce moment même sont en formation. Ils suivent des formations assez intensives. D'accord. Et ça, c'est la CAF qui me l'a dit, Alexandre Sioué. Donc, à partir de là, je pense qu'ils essaieront de communiquer un peu plus quand ça se fera, parce que eux, l'intérêt, c'est d'essayer de vendre la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF à l'étranger. Quand tu vois ça, les chaînes télé de l'extérieur, ils n'ont pas envie de mettre des millions et des millions pour obtenir les droits de diffusion. C'est malheureux, mais et le problème, c'est les médias français. Enfin voilà, vous êtes en France, donc ça en parle un peu plus, mais souvent, voilà, il y a ce fait de jeu sur la Ligue des Champions. La presse française, tout le monde va le montrer. Tout le monde va dire nous dans les pays anglophones, on n'en a pas entendu parler. Enfin, la presse n'en parle pas, mais en France, tout de suite, ça a été ça. Et le problème, c'est qu'on véhicule trop cette image négative du football africain. Ouais, malheureusement. Et du coup, les gens, ils partent avec un a priori. Moi, j'ai un ami c'est Maeta Molongo, il est président de la Professional Footballers Association en Angleterre. Et c'est exactement ce qu'il dit. Le gros problème fondamental, c'est qu'on véhicule toujours le négatif et jamais ce qu'il peut y avoir de positif. Et là, pour le coup, la presse française, elle parle de cette action-là. Est-ce qu'ils auraient parlé des matchs s'il y avait eu ce fait de jeu? Je ne pense pas, personnellement, c'est dommage. Après, Anthony, c'est vrai que sur le continent, on donne beaucoup le bâton pour nous faire battre. On a vu le scandale à Rades où la VAR, avec notamment Gassama, ne fonctionnait pas. On a vu avec Chikazoui le match Mali-Tunisie qui
qu'il arrête au bout enfin, qu'il arrête 10 minutes avant. À la Cannes, oui. Voilà, Cannes. On vient de voir Ndala ce week-end qui siffle un penalty alors que la balle a touché le pied. C'est des choses quand même assez caractérisées et répétitives. Là, on ne parle pas d'interprétation comme il a pu s'agir notamment du match Algérie-Cameroun ou est-ce qu'il y a penalty. Non, là, on parle de choses caractérisées. C'est des choses vraiment où il n'y a pas de débat. Il y a pas, soit il y a but, soit il n'y a pas but, soit il y a penalty, soit il n'y a pas penalty. Et c'est ça qui est embêtant parce que des scandales comme celui de Rades, la finale de la Ligue des Champions entre le Wydad et l'Espérance, où tu as la CAF qui a nominé Chikazoui à la VAR et que derrière, en plein match, Gassama nous explique qu'il n'y a pas la VAR qui fonctionne sur un but parfaitement valable de Walid El-Karti. Bah, c'est des choses qui transmettent une mauvaise image. Après, je pense, pour entre guillemets contrer l'argument d'Abdel Feta, à un moment donné aussi, on parle beaucoup des arbitres, mais on parle pas assez aussi du comportement des joueurs et des entraîneurs. Il parle du Wydad d'Espérance. Pour moi, les Wydadiens n'avaient pas à se comporter de la sorte. Je suis d'accord. On l'a vu encore, Rajalea, les joueurs n'ont pas à se comporter de la sorte avec les arbitres. Aujourd'hui, on n'a pas droit au contact avec les arbitres. Des fois, on voit dans des championnats les entraîneurs qui rentrent sur le terrain, qui vont aller parler avec les arbitres, mais c'est du jamais vu. On voit pas ça en Europe. Si, en Europe, en Ligue des Champions, on voit Diego Simeone. En fait, aujourd'hui, en Afrique, on crée des polémiques un peu partout. Là, aujourd'hui, Sétif Espérance, il n'y a pas la VAR, il y a une main. Est-ce qu'on a entendu les supporters espérantistes aller râler ou l'organigramme de l'Espérance envoyer des lettres à la CAF, etc., pour dire qu'il y a eu une injustice? Non, c'est comme ça. Et à un moment donné aussi, il faut savoir se comporter. Et je pense que les arbitres ne sont pas aidés aussi par le comportement des joueurs et entraîneurs sur le terrain. Bon. Mais en fait, il faut une communication. Il faut faire comme ESPN, avec qui je travaille beaucoup aux Pays-Bas. Les arbitres sont interviewés après les matchs et ils expliquent les décisions litigieuses, ils expliquent exactement ce qui se passe. Certains joueurs, je me rappelle, c'était un Ajax PSV à la Johan Cruyff Arena et on avait décidé donc pour la couverture du match d'installer un écran dans le couloir. Et il y a un joueur de l'Ajax qui se fait exclure et qui proteste de manière très vive, très agressive. Et nous, à la réalisation, en fait, on a montré le moment où il marche dans le couloir et là où il y a l'écran, il voit précisément le ralenti de l'action et là, il comprend que l'arbitre a raison. Et derrière ça, voilà, les arbitres sont interviewés, répondent aux questions, ils répondent au micro et ça, moi, je trouve ça fabuleux parce que ça donne la possibilité pour que les arbitres s'expriment. Je trouve que ça, c'est pas suffisant. Parce que l'arbitre, il peut avoir une logique que le supporter ou même le commentateur derrière son micro n'a pas forcément. Lui, il est sur le terrain, il est beaucoup plus proche. Et voilà, moi, ce que j'aimerais de la CAF, c'est vraiment qu'il fasse plus de communication sur ce genre de choses. Plutôt que d'essayer de cacher les actions ou que les réalisations locales essaient de cacher les actions, que les arbitres puissent exprimer exactement ce qui se passe. Anthony, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a un comportement à avoir. L'arbitre, c'est pas un général sur un terrain. Il doit avoir un certain comportement. Bon, il reste humain de toute façon. Il reste humain, mais si tu veux, le côté autoritaire, c'est moi le chef. Ça, il faut arrêter. Bon, on le voit également en Europe, ça. Bon, on va tourner cette page arbitre. On y reviendra peut-être plus tard. On va passer au dernier match, très rapidement. Le CRB Belouizdad qui recevait le Wydad Casablanca. Victoire des Wydadis, 1-0 à l'extérieur, but de Benza de la tête. Qu'est-ce qu'on a pensé, Fatah? À 10 contre 11. Bah, pareil. Là, en l'occurrence, il y a un fait de jeu dès les premières minutes où tu as Jalel Daoudi qui va vraiment une grosse semelle sur le tibia du joueur algérien. Et là, le carton rouge est complètement justifié. Il n'y a aucun débat à avoir. Un carton rouge qui est arrivé très tôt dans le match, à la 7e minute. Voilà, et du coup, on aurait pu croire que ça aurait complètement désorganisé ou fait pencher le match du côté algérien, ce qui n'a pas été le cas. On a trouvé les joueurs du Wydad vraiment très calmes. Ils ont laissé Mbenza seul en pointe. T'as Moed El Lafi et El Hassouni qui se sont un peu recentrés sur le terrain et grâce à un centre de Ayoub Hamloud du côté droit pour une tête d'Mpenza, ils ont réussi à prendre les 3 points de la victoire. Très bien. Tu vois les hommes de Walid Regragui aller loin dans cette compétition? Ouais, je les vois là. Donc déjà, c'était quand même, faut le noter, un match assez soporifique. C'était pas très agréable à regarder. Bon, sûrement dû à l'expulsion dès les premières minutes d'un joueur Wydadi.
Comme on l'a vu de toute manière en phase de poule, le Belouizdad, voilà, c'est une équipe qui est extrêmement moyenne, hein, qui quand même. Je la trouve quand même assez joueuse. Alors ils sont très bons dans le jeu aérien, on l'a vu contre l'Espérance. Qui finale l'année dernière contre l'Espérance. Oui, alors c'était pas la même équipe. Hein. Il y avait Sayoud déjà en meneur de jeu, c'était vraiment autre chose l'année dernière, avec l'entraîneur serbe aussi qui avait beaucoup d'expérience en Afrique. Là, c'est un Brésilien, Paqueta. Oui, voilà. Qui je crois était entraîneur du U17 je crois, U20 brésilien, je crois. Enfin, le CRB n'avait pas montré, de mon point de vue, n'avait pas montré grand chose en phase de poule. Quand on voit qu'il joue la majorité du match en supériorité numérique, qui n'arrive pas forcément à se créer d'occasion, ça montre quand même à quel point l'équipe n'est pas forcément au niveau cette saison, malgré que c'est vrai qu'on voit clairement qu'au niveau du jeu aérien ils sont généralement supérieurs à leur adversaire, mais bon, ça n'a pas abouti à des buts. Maintenant, je pense que le Wydad va quand même se qualifier maintenant assez facilement à Casablanca. Ils sont favoris, le Wydad, Fettah. C'est vrai que depuis leur double confrontation face aux Zamalek qu'ils ont remporté aller-retour et leur score fleuve, notamment face à Petro à domicile au stade Mohamed V. Il y a de la confiance qui s'est en... Il y a de la confiance. Et puis, il faut reconnaître que l'effectif du Wydad, comparé à celui du Raja, il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Bien sûr. Et puis, Regragui apporte vraiment toute son expérience qu'il a acquis, notamment sur le continent, notamment au niveau de la Botola. Avec le FUS. Avec le FUS, exactement. Et je pense que la mayonnaise, elle a super bien pris. Le discours du coach, il passe bien. Les joueurs vraiment. Et puis, tout à l'heure, j'écoutais Raïd qui disait, c'est vrai que Ben Ramdan, c'est un super joueur et le milieu de l'Espérance est de grande qualité. Mais le milieu du Wydad, c'est aussi grande classe avec Jabran. Qu'on a retrouvé lors de la Coupe arabe, ce milieu avec Jabran. Exactement, qui était entraîné par Hamouta. Et vraiment, ce milieu, El Hassouni, Jaïdi. Après, c'est Jabran, Hassouni, c'est des joueurs qui étaient déjà là lors de la finale en 2019. Et qui jouent ensemble depuis très 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 longtemps. C'est la même génération, c'est des 94. Pareil pour Reda Tagnauti au but. Et je pense que là ils arrivent au summum de ce qu'ils peuvent faire. Et on sent l'expérience même dans les derniers instants du match, où tu as Hassouni qui arrive à garder le ballon, tu as Reda Tagnauti qui casse le rythme. On les sent solides, les Wydadiens, Raid. On les sent vraiment solides. Oui, on les sent solides depuis le début de cette compétition. Après, attention, on les a vus très solides aussi l'année dernière, avec par la suite une défaite surprise en demi-finale face à une équipe de Kaizer Chiefs qu'on n'attendait pas du tout. Pas du tout, mais là pour le coup, pour le coup, Benzarti, l'entraîneur, avait fait, je pense, au niveau tactique, n'importe quoi. Où on a perdu clairement le match à l'aller, où on aurait dû le gagner. Et je pense que là, cette année, ils sont prêts et ils vont se servir, je pense, des échecs passés. Un petit mot pour Belouizdad. J'écoutais Raïd qui disait sur le jeu aérien, je l'ai trouvé plutôt bon, moi, sur le jeu au sol, en passe. Mais le truc, c'est que c'était vraiment une possession de balle assez stérile, avec des centres pour Haribi qui étaient super bien pris par la paire centrale du Wydad, Dari et Farhan, qui ont justement dans le jeu aérien vraiment coupé beaucoup de ballons. Moi, vraiment, j'ai trouvé cette équipe du Belouizdad assez stérile au niveau du jeu. Anthony, un petit mot pour le Wydad Casablanca, tu les vois favoris ? Ils font partie de plusieurs favoris, mais c'est vrai qu'ils sont assez complets. Bon, évidemment, ils n'ont pas marqué énormément de buts là, sur la rencontre, mais ils ont quand même des joueurs. Enfin, je trouve que c'est assez fluide déjà dans le jeu. Physiquement, c'est costaud. Je veux dire, ça joue. Ils ont des joueurs qui ont l'expérience. Si on regarde le buteur, rien que Mbenza, moi je me rappelle de lui en Belgique, où ça s'était pas trop bien passé, notamment avec l'entraîneur croate, comment il s'appelle, Leko. Et il a fait le chemin un petit peu en sens inverse, mais on est en train de voir vraiment le talent aussi exploser. Puis c'est un joueur qui est désormais plus mûr, qui a plus d'expérience. Pour moi, le Wydad, c'est une équipe sur laquelle on devrait pouvoir compter. Bon, on n'est jamais à l'abri de surprise, mais quand on voit le jeu en règle générale, je veux dire, c'est assez impressionnant. C'est pas extrêmement flamboyant ou grandement spectaculaire, surtout si on regarde le match, mais c'est efficace. Et défensivement,
dire, faut y aller pour On les. sent que, pour on sent que essayer c'est une de les- équipe qui a de l'expérience et pour essayer de les solide. Effectivement, Anthony. On va passer très rapidement, messieurs, à la Coupe de la Confédération africaine. Donc, on a eu 4 matchs, notamment un Pyramide Mazembe qui était l'affiche très rapidement. Raïd, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Avec un match nul, 0-0. Un match assez ennuyeux. Je pensais vraiment que j'allais avoir un match niveau Ligue des Champions parce que clairement, c'est deux ce sont équipes des- qui peuvent se peuvent jouer. retrouver dans les 8 derniers de cette Champions League. Je pense que c'est un résultat qui est extrêmement favorable au Mazembe quand on sait que c'est très 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 difficile d'aller s'imposer là-bas. Maintenant, les Pyramides ont quand même des joueurs d'expérience, comme on le sait. Ils ont des joueurs comme El Karti, Ben Youssef, Ramadan Sobhi. Voilà, c'est des Ahmed Fetri de l'arrière droit, l'ancien arrière droit de l'Erli. Ils ont quand même des joueurs d'expérience, des joueurs de haut niveau, des joueurs qui peuvent facilement aller remporter une Ligue des Champions. Maintenant, aller s'imposer au Mazembe, ça va être compliqué. Bon, c'est pas non plus le même Mazembe qu'on a connu depuis quelques années. Mais ça reste une équipe qui est extrêmement expérimentée et qu'à la maison, c'est très compliqué d'aller gagner chez eux. Maintenant, voilà, je suis un peu déçu de ce que j'ai vu. Le match retour, c'est ce week-end, donc à voir. Suivre ça de Après, près. Pyramides, on manquait pas mal d'efficacité parce qu'il y a eu un Il y a eu poteau, beaucoup il y a eu une d'occasions, transversale. ouais. T'avais l'ailier gauche, le numéro 30 qui bougeait pas mal, mais ça voulait pas rentrer. Et Manque de réalisme. n'eût été un exploit de leur gardien dans les arrêts de jeu, le TP Mazembe repartait avec les 3 points de la victoire. Parce Ouais. que l'attaquant congolais s'est retrouvé tout seul dans la surface, il s'est retourné, il a déclenché une frappe dans les arrêts de jeu qui aurait pu vraiment remporter les 3 points de la victoire. Entendu. Le match, on va rester sur toi, Fatah. Le match El Masri contre Berkane. Berkane qui a déjà remporté cette compétition, qui est un habitué de cette compétition, notamment à l'époque avec Taoussi, qui avait. Non, avec lorsqu'il- Sektiwi. Ah, Sektiwi, pardon. Sektiwi, lorsqu'ils avaient gagné cette compétition. El Masri, 2 cartons rouges et une victoire 2-1, les hommes de Charbonnier. Sur un super beau coup franc du joueur tunisien. Je pense que Berkane, là, avec Ibengue, ils sont dans une phase de transition entre comment ils jouaient, notamment avec Sektiwi, et comment Ibengue leur demande de jouer, c'est-à-dire avec un peu plus de jeu. Chose que je pense pas que Berkane ait ça dans l'ADN. Et c'est un jeu plutôt direct, super fort sur coup de pied arrêté, bon dans le jeu aérien, efficace derrière. Bon, là, on a été déçus parce que Berkane n'a pas su profiter de la supériorité numérique et repartent avec une défaite alors que franchement, ils auraient Tout reste à jouer. Tout reste à jouer. C'est vrai après, que le but à l'extérieur va compter double, le but de Regragui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu facilement gagner. Surtout qu'El Masri, sincèrement, c'est pas une équipe qui m'a fait une grosse impression lors du match. Après, Dès qu'ils ont marqué, C'est pas un habitué, El Masri, de ces compétitions. Oui, mais dès après, qu'ils ont marqué, ils ont sorti le bleu de chauffe, ils sont restés derrière, ils ont pas voulu vraiment. Après, il faut marquer à 9. Ça reste quand même un C'est exploit surtout de que les marquer à buts, 9 contre 11. Le but, il est à la 82e ou 83e Voilà, à la sur fin. coup franc. Alors je Sur crois coup franc. qu'ils étaient à 9, ils étaient Oui, ils réduits à étaient 9 déjà déjà à à l'heure 9. de jeu, donc c'est Ouais. quand même un exploit de mettre un deuxième but. Après, il faut quand même souligner le travail incroyable de Charbaigne. On critique souvent les grands entraîneurs d'aller entraîner que des grands clubs. Il a pris le pari d'aller prendre une petite équipe. Aujourd'hui, on voit qu'avec sa petite équipe, il fait des choses incroyables. Ils ont gagné la semaine dernière dans le championnat. Ouais. Là, il s'impose face à Berkane qui avait gagné la coupe, qui avait été finaliste aussi. Aujourd'hui, la paire Charbaigne-Itraoui est vraiment donne vraiment satisfaction du Rappelons côté que de Port Charbaigne Saïd. est l'ancien entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis et qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions d'affilée, 2018-2019. Anthony, le match Simba contre Orlando Pirates, donc une équipe congolaise face à une équipe sud-africaine. Tanzanienne, ouais. Simba, oui. Bon, qui était là à la Ligue des Champions l'année dernière, qui avait fait forte impression à un moment donné, qui avait battu El Ali 3-0, si tu t'en souviens. Oui, non, exactement. C'est une équipe aussi qui est en pleine évolution, qui est en pleine transition, tout comme le championnat tanzanien. Vous savez, on parle du TP Mazembe qui
qui est peut-être pas au niveau de ces dernières années, mais il y a une tendance. Le championnat tanzanien est en train de prendre un ascendant sur la Lina Foot. On voit de plus en plus de joueurs congolais débarquer en Tanzanie, par exemple. Et Simba, non, c'est une équipe qui monte en puissance, qui progresse, qu'on retrouve de manière de plus en plus régulière. Le football tanzanien dans l'Afrique subsaharienne n'est pas du tout géré de la même façon, et eux aussi ont des partenariats très intéressants avec des clubs de la Liga qui a un département dédié à l'Afrique, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Eux travaillent beaucoup, ils ont reçu un consultant business du FC Séville, etc. Donc ils sont vraiment en train de professionnaliser leur football, et ça se sent sur le terrain. C'est un club qui a une dimension internationale. À une époque, on avait quasiment que des Tanzaniens dans cette équipe. Là, bon, ils ont des Sénégalais, ils ont des Ivoiriens, ils ont des Kenyans. Ils ont un Ghanéen aussi. Ils ont un Ghanéen aussi, voilà. Donc c'est un club qui est en train de changer. Et bon, ils marquent, ils gagnent sur un penalty. Bon, on sait que les Orlando Pirates, c'est quand même une équipe qui c'est pas n'importe qui. Ils ont quand même du jeu, mais le Simba, c'est une des trois meilleures équipes sud-africaines. Le Petro de Luanda, pour moi, c'est des clubs qu'on retrouvera dans quelques années. On les retrouvera parmi les meilleures équipes dans le football africain. En tout cas, ça continue comme ça. Mais c'est une équipe qui est intéressante, qui enchaîne les matchs de manière, bon, c'est un petit peu difficile. Ils ont eu des arrêts dans leur saison aussi. Ça a été assez compliqué pour eux, mais bon, il faut compter sur ces clubs-là, que ce soit Simba, Young Africans, voilà, ces clubs de Dar es Salaam, là, ils sont en train de réaliser un excellent travail. Donc, Orlando Pirates à domicile, c'est toujours difficile à jouer aussi. Il y a un gros voyage pour les Tanzaniens, faut pas l'oublier. C'est pas comme quand tu joues la Champions League européenne, où tu fais juste 2 heures d'avion, t'es là. C'est différent, et ça pèse sur l'organisme des joueurs. Non, tout est possible, mais moi j'aime beaucoup cette équipe de Simba. J'aime Young Africans aussi, parce que bon, il faut savoir que les deux sont rivaux en Tanzanie. On va pas, mais non, le football tanzanien est en train de montrer un bel exemple, je pense, aux nations subsahariennes, et cette réussite se ressent depuis quelques petites années, mais elle va se ressentir encore plus dans les compétitions interclubs. Très bien. Après, je sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu le match, et je trouve que c'est à peu près le même style de jeu Simba Orlando Pirates. Au niveau de la morphotype des joueurs, c'est des petits, assez vifs, qui se déplacent. Exactement. Beaucoup. Ça joue pas bien de la tête. Pas forcément. Pas bien de la tête, parce qu'ils sont pas athlétiques. Mais j'ai trouvé que voilà, dans le style, c'est quasiment la même chose. Non, c'est pour ça qu'ils se neutralisent aussi d'une certaine façon. Enfin, je pense, parce que j'ai pas trouvé sur le match en lui-même, j'ai pas trouvé un écart. Non, du tout. Un écart de niveau énorme. Il n'y a pas eu de domination, de domination. Les gens vont regarder les statistiques et parler de possession, mais moi j'aime pas quand on parle de possession comme ça. Je préférais qu'on parle de pourcentage de possession dans les 30 derniers mètres. Là tu peux parler de... Là c'est efficace. Là tu peux évaluer une domination concrète. Mais non, j'ai pas vu énormément de différence. Anthony, excuse-moi, je vais devoir te couper, il reste plus beaucoup de temps. On va parler du dernier match c'était le derby libyen, entre Etihad et El Ahly Tripoli. Un derby qui s'est terminé par un match nul 0-0. Vos impressions ? C'était un derby aussi bien sur le terrain que sur le banc des remplaçants, parce que les deux entraîneurs sont également tunisiens. J'ai regardé, franchement, c'était sur un terrain synthétique, devant 0 spectateur. D'ailleurs, je voulais demander à Raïd, pourquoi il y a le match Pyramids Les jauges en Égypte, elles sont extrêmement réduites. C'est pour ça aussi que les équipes égyptiennes sont très pénalisées durant les compétitions africaines, parce que cause Covid... Il y avait 0 spectateurs, Pyramids. Oui, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Le match d'El Masri, on n'avait que très peu. Le match d'El Ahly, c'est pareil. Ça désavantage énormément les équipes égyptiennes, quand on sait la ferveur dans les virages, dans les clubs égyptiens. Bon, là, c'était un match vraiment soporifique, 0-0 sur, comme je te l'ai dit, un terrain synthétique. Bon, en tout cas, un des deux clubs libyens va se retrouver en demi-finale, chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Oui, le retour au niveau, on va dire, des clubs libyens. Dans les années 2010, on voyait l'Etihad faire des demi-finales de Champions League. Je pense que c'est juste un retour des choses. Donc je pense que ça a freiné pas mal. Il y a aussi une baisse de niveau aussi de leurs voisins du côté tunisien. On ne voit plus les clubs à la cave. Donc on voit que voilà, une petite baisse de niveau, ils montent un peu plus de niveau, donc on les voit maintenant, on les retrouve aussi dans le dernier carré d'une compétition africaine.
Très bien, messieurs. Donc, on a terminé avec ce volet de la Coupe des Confédérations. Très rapidement, vous voyez qui en Ligue des Champions et en Coupe de Confédération, si vous aviez un petit pronostic à faire? Moi, je vais être un peu chauvin. J'aimerais bien voir le Raja et le Wydad en demi. Le Raja contre l'Espérance et le Wydad contre Sundowns, sans doute. Et tu vois sûrement le Wydad en finale. J'espère. Pourquoi pas. Et toi, Raïd, tu vois l'Espérance aller loin cette année? en Espérance Wydad pour mettre tout le monde d'accord de cette Ligue des Champions 2019, pour que la polémique qui s'est joué notamment au match aller où Amloud a vu son but refusé. Anthony, si tu vois un favori toi pour cette Ligue des Champions, tu verrais qui? Je pense que l'Espérance Tunis sera là. Parce qu'on les voit régulièrement, même si c'était pas un super match à l'aller, ils ont quand même du potentiel. Il faudra qu'ils travaillent en attaque. Ensuite, moi, je sais pas, j'ai envie de mettre une petite pièce sur nos amis angolais là, du Petro Atlético, parce que l'avenir nous le dira, Anthony. Ils peuvent faire la surprise, et je sais que ça travaille bien dans cette équipe, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, merci pour être présent aujourd'hui, Anthony. Merci beaucoup de ton analyse. Merci, messieurs, et puis on se voit bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.